Est-ce que c'est bon chez vous? C'est bon chez vous? Filet-il. Bonjour. Attends, attends, mais là, il y a le téléphone. Bonjour. C'est bon?
Bien. Bonjour, chers confrères. J'ai le plaisir de reprendre avec vous cette conférence sur la prévention de la contamination en pratique dentaire. Et je voudrais tout d'abord m'excuser pour le problème technique qui s'est passé hier, et je vous remercie pour votre patience et aussi le temps que vous réservez pour qu'on partage ensemble des données concernant la prévention de la contamination en pratique dentaire. Est-ce que la donne a changé en 2020? Et donc, effectivement, j'ai choisi cet intitulé parce qu'aujourd'hui, le Maroc, comme partout dans le monde, nous vivons une situation pandémique très particulière, c'est celle du coronavirus. Et c'est une situation qui nous amène, en tant que professionnels de la médecine dentaire, à nous poser beaucoup de questions. Donc, j'espère qu'ensemble, on pourra répondre à toutes ces interrogations qui viennent à nous. Et j'espère également que cette conférence réponde à vos attentes. Alors, d'après les professionnels de Facebook, tout le monde a su que j'étais nulle sur Facebook. Et effectivement, j'ai vraiment pas l'expérience, et je manipule très très mal cet outil. Voilà, donc vous savez tout sur moi. Bien, alors on y va. C'est vrai que le Maroc a réussi de vaincre un certain nombre de pathologies, notamment tout ce qui est pathologie virale et certaines pathologies qui nécessitent de la vaccination. Nous sommes arrivés en tant que pays à maîtriser ce type de maladies, mais il reste beaucoup de maladies aussi bien virales que bactériennes qui sévissent dans notre pays, particulièrement la tuberculose qui
représente aujourd'hui une maladie qui est en recrudescence dans plusieurs pays dans le monde, même y compris les pays développés, tout simplement parce que vu le brassage des populations, vu les migrations de populations et aussi comme on le sait, le monde est devenu très très petit, tout le monde voyage, tout le monde bouge et ce brassage de population fait que parmi les maladies bactériennes les plus graves et celles que l'on voit de plus en plus en pratique, c'est bien la tuberculose. C'est aussi une maladie qui a augmenté. Pourquoi? Parce que bien sûr le niveau socio-économique des pays est faible et puis parce que le VIH a également augmenté ces dernières années. Alors, dans notre pays, 36 000 cas de tuberculose existent pour 100 000 habitants. Ce sont les chiffres du ministère de la Santé qui ont été publiés en 2018. Et les personnes qui vivent actuellement avec le VIH sont au nombre de 21 000, dont 30% ignorent leur séropositivité. Pour ce qui est des hépatites virales B ou C, 257 millions de patients sont atteints de virus par le virus de l'hépatite B à travers le monde et 71 millions par celui de l'hépatite C. Et là également, ce sont les données de l'Organisation mondiale de la santé en 2017. Au Maroc, nous n'avons pas de chiffres et le ministère de la Santé a lancé une enquête nationale en entre février et avril 2019, mais l'Organisation mondiale de la santé estime que la prévalence de l'hépatite virale B dans notre pays serait de 2% et celle de l'hépatite virale C de 1,2%. Alors, que veulent dire ces chiffres? Ces chiffres veulent dire tout simplement que nous, en tant que praticiens médecins dentistes, nous sommes exposés au risque de contamination. On risque d'être contaminé par ces pathologies. Le risque existe également pour nos assistantes dentaires, et puis pour notre entourage. Et également, cela veut dire aussi que nos patients sont exposés. Et donc, nous avons, en termes de chiffres, 30% de risque de contracter le virus de l'hépatite B, 3% celui de l'hépatite C et 0,3% de celui du VIH. Donc, voici un petit peu le risque en chiffres pour nous en tant que praticiens médecins dentistes au Maroc. Et puis tout dernièrement, ces 4 derniers mois, 4 mois et demi, disons, il y a le coronavirus qui est apparu. Et cette infection au coronavirus que l'on appelle nCoV, parce que c'est une nouvelle souche du coronavirus. Et alors jusqu'au 9 avril 2020, 1 436 198 cas sont atteints par le Covid-19 à travers le monde. Et au Maroc, ce matin à 10 heures, on était à 1527 cas de sujets atteints par par le coronavirus. Quelques dates qui vont marquer 2020. Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé avait donc appelé à observer une situation donc d'urgence internationale en raison de ce problème de santé publique, parce que effectivement cette infection au coronavirus est un véritable problème de santé publique. Il s'agissait c'est apparu sous forme d'une pneumonie virale qui est différente du syndrome aigu respiratoire dû au coronavirus que les pays avaient vu en 2002 et 2003, et cela était dû donc à ce fameux nCoV 2019. Le 11 février 2020, l'Organisation mondiale de la santé avait donc donné nom à cette maladie, Covid-19 ou Covid-2019, et le Comité international de taxonomie virale avait intitulé cette maladie, ou avait donné le nom de SARS-CoV-2 à cette maladie virale. Qu'est-ce que le nCoV 2019? Le coronavirus appartient à la famille des coronaviridés. Il comporte 4 souches, les souches alpha,
bêta-cov, et ce sont des souches qui sont responsables des infections respiratoires, gastro-intestinales et celles du système nerveux central, et deux autres souches, delta-cov et gamma-cov, qui sont plutôt responsables d'infections chez les animaux et particulièrement les oiseaux. Alors, le nCoV 2019 appartient au groupe bêta. Il évolue beaucoup plus rapidement que les deux autres souches et cause des infections qui sont fatales. Et les chiffres qui sont donc donnés par l'Organisation mondiale de la santé en termes de décès dans le monde pour raison de cette maladie sont assez parlants. La période d'incubation est en moyenne de 5 jours. Elle varie donc de 2 à 14 jours. Les voies de transmission du nCoV 2019 sont doubles. On a une transmission interhumaine, de personne à personne, mais à travers une toux, un éternuement ou une inhalation de projection. Et puis, nous avons également le risque de contracter cette maladie par contact direct avec la muqueuse orale, nasale et oculaire, et par voie indirecte à travers les surfaces inertes. Parmi les cellules cibles de ce virus, celles qui nous intéressent et qui nous interpellent en tant que praticiens médecins dentistes, ce sont les cellules de surface situées sur les canaux des glandes salivaires, dont donc la transmission à travers la salive est possible. Je voudrais qu'on garde à l'esprit que toutes les données qui sont que nous partageons aujourd'hui sont valables à ce jour, mais elles peuvent être totalement obsolètes d'ici demain, parce que, comme vous le savez, les recherches sont en cours concernant cette maladie, concernant le virus, concernant les possibilités de transmission, et également bien sûr concernant les thérapeutiques. Donc tout est encore en phase d'étude, et donc les données qui sont aujourd'hui, ce sont des données qu'on a pu avoir à travers la littérature internationale et à travers des sites très sérieux comme celui de l'Organisation mondiale de la santé et de la Fédération dentaire internationale. Là, ce qui est caractéristique de cette maladie, c'est que aujourd'hui les signes cliniques sont très divers, ils sont très variables, ça ne s'arrête plus à la toux, l'éternuement, le syndrome grippal. Pas du tout. Les signes cliniques sont très variables et ce qui est le plus grave, c'est la présence, bien sûr, de porteurs asymptomatiques ou de patients asymptomatiques. En fait, nous, en tant que médecins dentistes, ça ne nous fait pas si peur que ça parce qu'on a l'habitude de porteurs asymptomatiques. On le sait déjà pour tout ce qui est hépatite virale C. On le sait déjà pour tout ce qui est HIV, et donc c'est une pathologie virale qui se rajoute à celle auxquelles nous sommes exposés depuis que ces maladies existent et depuis. Voilà, donc on sait qu'on est exposé à ce type de maladie. On sait que les porteurs asymptomatiques sont plus graves à traiter que ceux qui sont symptomatiques et que ceux qui connaissent leur état de santé. Alors, quelles sont les spécificités de notre pratique? Eh bien oui, bien sûr, nous travaillons dans un champ qui est très limité. On est très proche, la distance entre le praticien et le patient, elle est très proche, moins de 40 cm. On réalise des soins qui sont invasifs avec une exposition au sang, à la salive et aux autres fluides tissulaires. Et puis, nous utilisons une instrumentation qui est très complexe et qui génère des aérosols. Donc, le risque de transmission de divers agents infectieux, bactériens et viraux en pratique dentaire est un risque qui est réel et de plus en plus important. De plus en plus important, pourquoi? Parce que notre réalité est également celle-ci. Nous avons malheureusement une pratique illégale qui sévit encore dans notre pays et qui constitue le principal vecteur de transmission de l'infection pour toutes les raisons que vous connaissez et qu'il est inutile de reprendre à travers cette présentation. En tant que praticien, avec notre assistante, nous sommes exposés et nous exposons également nos patients au risque d'inhalation de germes qui sont transmis par voie aérienne et qui restent en suspension pendant de longues périodes au niveau de l'environnement de travail.
Nous sommes exposés à un risque de transmission par voie directe quand il y a un contact avec le sang, les fluides et les autres liquides tissulaires, avec les aérosols, les gouttelettes de flux, ces fameuses gouttelettes qui sont microscopiques, invisibles et que nous produisons à chaque fois que nous parlons quand on reçoit le patient et en fait quand on parle, c'est de façon tout à fait naturelle que ces gouttelettes de flux soient émises. Et puis, il y a également le risque de transmission dans notre pratique par voie indirecte à travers toutes ces surfaces contaminées qui constituent, le réservoir des germes qui sont en suspension et qui se posent au niveau de ces surfaces lorsqu'elles ne sont pas traitées. Nous allons répondre à la question qui nous réunit aujourd'hui. Quels sont les moyens de prévention du risque de contamination dans notre pratique? Et on va le voir à travers pratiquement 7 points fondamentaux, 7 points clés depuis la possession d'un cabinet dentaire qui doit être conçu de façon ergonomique et de façon à répondre aux précautions standards et universelles d'hygiène et d'asepsie. Nous allons également voir les principes de protection individuelle, comment prévenir les accidents d'exposition au sang, quels sont les différents principes d'hygiène au fauteuil, et puis bien sûr le traitement des dispositifs médicaux, la réalisation du bio-nettoyage et la gestion des déchets. Un cabinet dentaire bien conçu, ça vous savez mieux faire que moi, mais un cabinet dentaire bien conçu, c'est un cabinet qui présente 3 zones distinctes les unes des autres en fonction du risque auquel il est exposé. Et donc, dans ce cabinet, nous allons identifier la zone active, là où il va y avoir la salle opératoire, la salle de stérilisation, la salle de radiologie, le laboratoire de prothèses, la salle des machines, ainsi que le local destiné à l'entreposage des déchets. Et vous avez la zone semi-active, ce sont les zones où on va avoir toutes les activités paracliniques et administratives. Et puis, les zones passives, c'est celles où on a moindre risque, c'est la salle d'attente, la salle de repos du personnel et les sanitaires. Voici une zone active dans laquelle on va identifier 2 zones principales. La zone dite protégée, c'est celle où on va avoir la zone d'examen du patient, la zone de soins, celle du conditionnement, de la stérilisation, du stockage du matériel stérile et des médicaments. Et donc, c'est une zone qui est dite protégée parce que tout ce qui y est dedans est propre. Par contre, on a une zone qui est potentiellement contaminée, c'est celle où on va avoir, c'est là où on va traiter le dispositif médical et on va stocker les déchets, où on va mettre également le matériel de ménage et les sanitaires. Comment vont être les revêtements du sol et du plafond? Le sol doit être avec un revêtement qui répond à une norme internationale de l'usure, de protection contre les agressions chimiques et également d'un point de vue aussi absorption d'eau. Donc la surface qui doit revêtir le sol est une surface qui doit être comment dire, qui doit pas comporter de joints, qui doit être uniforme et qui doit retenir au minimum les germes qui s'y déposent. La gorge, on va parler d'une gorge et non pas d'une plainte, que ce soit un sol revêti ou un sol nu. Regardez ici, on a l'impression que c'est des joints, il n'y a pas de joints, c'est un sol qui est sans joints, mais il n'y a pas de plainte. On a une gorge arrondie de 10 cm qui remonte sur le mur et qui facilite le nettoyage et l'hygiène de ce sol ainsi que des murs. Les plafonds doivent être avec une surface imperméable et lessivable. Tout doit être pensé de façon à être nettoyé facilement et à retenir au minimum les germes qui se retrouvent dans le cabinet dentaire. Les surfaces donc doivent être lisses, sans joints, elles doivent résister bien sûr aux produits désinfectants.
Le mobilier et les équipements doivent être réduits au strict minimum et doivent être sur pied ou roulette pour faciliter l'hygiène du sol. Encore une fois, il est très important d'insister sur le fait non seulement d'avoir un fauteuil et un siège qui soient fonctionnels et ergonomiques, mais dont les surfaces doivent être lisses, et aussi éviter d'avoir une salle de soins surencombrée de moyens techniques voilà, éviter d'avoir je sais pas, un ordinateur dans la salle de soins, des téléphones, des fois on trouve un bureau dans une salle de soins. C'est-à-dire que plus la salle de soins comporte moins d'articles et moins d'équipements, et plus l'entretien est facile et plus c'est hygiénique et ça retient moins les micro-organismes. L'équipement, toujours dans l'équipement, il faut veiller à avoir des paillasses en monobloc, comme par exemple ici, dans cette paillasse où on a un lavabo qui est coulé dans la masse et il n'y a pas de joint. Il n'y a aucun joint dans ce lavabo. Et cette paillasse, elle est elle aussi en monobloc. Et elle remonte par un petit dosseret qui là aussi facilite le nettoyage et l'hygiène. Très important d'avoir une protection murale derrière les points d'eau afin d'éviter les dégradations des murs qui peuvent survenir, qui peuvent arriver donc quand on a des points d'eau à proximité. Oui, l'aérobiocontamination est un autre volet qui est extrêmement important. Très souvent, on a des systèmes de climatiseurs au niveau des cabinets dentaires. Il faut juste veiller à ce que ces climatiseurs puissent avoir un filtre bactériologique. C'est très important. L'entretien de ces climatiseurs doit être fait de façon très régulière, parce que quand on fait activer un climatiseur avec un filtre qui n'a pas été nettoyé et qui n'est pas spécifiquement conçu pour une salle de soins ou pour un milieu de soins, eh ben ces filtres vont remettre en suspension toutes les poussières qui sont sédimentées. Et généralement, on cherche à avoir des filtres à haute efficience, donc tels que les filtres HEPA, qui vont filtrer jusqu'à 99,97% de toute particule supérieure à 0,3 micromètres. Voilà pour le premier volet concernant donc le cabinet dentaire qui doit être bien conçu, ergonomique et qui répond donc aux précautions standards d'hygiène et d'asepsie. Passons maintenant au volet de la protection individuelle. La protection individuelle comporte plusieurs paramètres. Il y a bien sûr la protection chimique quand c'est, immunologique. Je précise, je dis bien la protection immunologique quand c'est possible. C'est celle bien sûr qui comporte donc la vaccination. L'ensemble des jeunes praticiens sont tous aujourd'hui vaccinés contre l'hépatite B, de même que les assistantes, parce que cela fait partie du programme vaccinal au niveau donc national. Et c'est magnifique parce que de notre génération, on n'était pas vacciné de façon systématique contre l'hépatite virale B. Donc aujourd'hui, le vaccin qui existe, c'est celui de l'hépatite virale B. Voilà pour la protection immunologique. Il y a un autre volet, c'est celui de la vérification de l'immunité contre la tuberculose. Il est très important de revérifier si nous sommes toujours immunisés contre la tuberculose, parce que il est arrivé que certains praticiens puissent contracter la tuberculose en milieu de soins dentaires et même dans d'autres milieux médicaux, et pourtant ils étaient déjà, bien sûr, ils étaient déjà vaccinés contre la tuberculose, et avec cela, ils ont fait des tuberculoses osseuses, voire viscérales, par contamination dans le milieu de soins. Et puis, il y a le dernier type de vaccin, c'est celui contre la grippe. Bon, quand on peut et qu'on n'est pas contre ce type de vaccin, il est souhaitable d'être vacciné contre la grippe, parce que, encore une fois, d'abord, c'est vrai que les virus ne sont pas tous connus, ne sont pas tous maîtrisés, mais
En tout cas, quand on est vacciné contre la grippe, même si après on est grippé, la durée d'arrêt de maladie, elle est plus courte et la convalescence est plus rapide. Ceci est important pour maintenir une continuité de l'activité. Dans la protection individuelle, il y a la protection chimique. La protection chimique, elle concerne essentiellement l'hygiène des mains et le lavage des mains. Bien sûr, l'hygiène des mains répond à des normes, à des principes. Il faut d'abord, bien sûr, avoir les dispositifs qu'il faut, un lavabo, bien sûr, un point d'eau, parce que il est très important de pouvoir avoir un point d'eau manipulé soit avec une cellule photoélectrique ou avec une pédale. Bien sûr, un distributeur de savon, le distributeur de papier, qui sont disposés à des distances raisonnables, des distances ergonomiques par rapport donc au sol, 0,80 cm pour le distributeur de savon et 1,10 m pour le distributeur de papier. Alors qu'est-ce qu'il y a pour cette hygiène des mains? Voilà ici les photos qui montre ce dont on parlait, donc un distributeur de savon avec d'une solution donc de savon antiseptique à cellule photoélectrique, un distributeur qui peut être manipulé au coude, et puis le distributeur de papier aussi, le fameux lavabo, la pédale, etc. Alors, il est très important de respecter les principes fondamentaux pour une bonne hygiène des mains. L'hygiène des mains passe d'abord par éliminer tout élément qui peut être source de rétention de germes. Le premier, c'est bien sûr les bijoux. Il faut éliminer tout ce qui est montre, bracelet, bague, etc. Le deuxième élément et qui est fondamental, c'est celui d'avoir des ongles courts et sans vernis. Donc vous voyez ici cette photo qui m'a été empruntée par le comité de lutte contre l'infection nosocomiale du CHU de Casablanca. Ce comité nous fait des ateliers pratiques pour les assistantes dentaires et pour nos étudiants concernant donc l'hygiène des mains. Alors on peut voir ici à droite sur cette diapositive, lorsque l'hygiène des mains elle est faite avec les bijoux en place. Regardez quand on met en culture dans une boîte de pétri, regardez l'ensemble des germes que l'on peut retrouver sur ces bijoux qui sont gardés, portés par soit l'assistante dentaire ou par le praticien. Donc c'est dire comment ces bijoux sont des réservoirs de germes et qui permettent, regardez les germes, comment ils poussent de façon incroyable au niveau de ces bijoux. Donc, il faut ôter tout ce qui est bijoux et avoir les ongles courts, sans vernis, pour pouvoir avoir un réel bon lavage des mains. Le lavage hygiénique est un lavage, alors vous avez différents types de lavage. D'abord le lavage simple que l'on va faire quand on va, dès qu'on arrive au cabinet, comme on peut le voir ici, on a un praticien avec une tenue qui répond aux normes de travail, et puis ici elle se prépare pour se laver les mains, juste pour démarrer à peine sa matinée. Donc on a un savon doux qui est bien sûr qui protège, qui a des propriétés de protection de la peau. Et puis on va faire ce lavage simple dès qu'on prend le service, et puis voilà, avant qu'on ne démarre notre activité. C'est un lavage qui répond également à des principes. Il dure uniquement 30 secondes. Et regardez ici toujours à droite, lorsqu'on fait un prélèvement après ce lavage des mains, on se rend compte que les germes n'ont pas totalement disparu. Bien sûr, on n'a pas une disparition totale des germes de la flore donc cutanée au niveau des mains. Pourquoi? Parce que ce lavage des mains répond à des principes. Il est très important de pouvoir d'abord laver selon les sept étapes. On va la paume de la main contre paume de la main,
dos de la main droite sur paume de la main droite sur le dos de la main gauche et vice versa, les espaces interdigitaux, les pouces et puis la pulpe des doigts de la main droite et encore celle de la main gauche, la pulpe des doigts qui doit être bien nettoyée et bien lavée. Alors à ce lavage hygiénique simple, pardon, on peut juste avant de mettre les gants pour démarrer l'activité et après avoir enlevé les gants, on va faire un lavage chirurgical, hygiénique. Donc lavage simple, 30 secondes. Le lavage hygiénique, il dure 1 minute. Le lavage hygiénique dure 1 minute selon les mêmes principes, exactement selon les mêmes principes, avec les mêmes étapes, mais il dure plus longtemps. Et là, je vous montre ce que nous faisons pour nos étudiants en médecine dentaire. Eh ben, on fait un TD pour le montrer l'hygiène, la façon dont on se lave les mains. La première des choses, c'est une fois après avoir lavé les mains, on fait passer les mains propres dans une cellule avec donc et le produit, c'est un produit qui est fluorescent. Et vous pouvez noter avec moi que toutes les parties noires sont les parties qui n'ont pas été lavées. Et pourtant, je peux vous assurer que l'étudiant ici, ou l'étudiante, je pense que c'était une jeune étudiante, l'étudiante avait respecté d'abord toutes les étapes et puis la fameuse 1 minute. Mais regardez, vous voyez bien que tout ce qui est noir n'est pas nettoyé, n'est pas lavé. Et là aussi, on imagine que le poignet n'a pas été lavé. Regardez les ongles. Dans une autre main, les ongles sont longs, le vernis, ce sont tous des isolants et qui empêchent d'avoir une bonne hygiène des mains. Donc l'hygiène des mains n'est pas chose facile, c'est quand même assez important et il faut respecter non seulement les étapes mais également le temps. Voici un dernier type de protection donc chimique, de lavage d'hygiène des mains. L'hygiène des mains peut également être faite par une solution hydroalcoolique. La solution hydroalcoolique doit être utilisée lorsque nous n'avons pas de point d'eau. Il est très important que d'abord, il faut que les mains soient lavées à l'eau et au savon. Mais c'est dans les zones où on n'a pas d'eau que l'on va utiliser cette solution hydroalcoolique, laquelle doit être utilisée selon les mêmes étapes et selon la même façon que si on était sous l'eau avec du savon. Voici ici un prélèvement qui a été fait au niveau de mains qui ont été nettoyées avec une solution hydroalcoolique et on voit que on a pratiquement tout éliminé sauf une pousse. Sauf une pousse ici. Bon, donc la main a été parfaitement nettoyée ici avec cette solution hydroalcoolique. Donc on a vu la protection immunologique, on a vu la protection chimique, nous sommes toujours dans la protection individuelle et puis on passe à un volet qui est aussi important, il s'agit de la protection physique. Qui dit protection physique dit port de lunettes, de visière, de charlotte, de masque et puis bien sûr d'une tenue professionnelle avec pantalon, blouse et sabots ou chaussures professionnelles. Ceci est pour la protection physique. Cette protection physique, on l'a toujours observée, on l'a toujours réalisée dans nos cabinets. Et puis, bien sûr, à côté de cela, il y a aussi le port de gants quand on va faire un examen clinique ou une intervention au niveau oral. Cette tenue professionnelle répond à des principes, elle doit être en mélange coton-polyester parce qu'il est très important que le tissu puisse ne pas retenir les particules, qu'il soit résistant aux acides,
il doit être de repassage facile, avec bien sûr des propriétés isolantes, et il peut être lavé à haute température, et ça c'est extrêmement important, très important ce point concernant le lavage, parce que vous allez le voir, l'hygiène ou le lavage des tenues professionnelles doit être fait dans bien sûr une machine à laver avec une haute température qui peut des fois aller jusqu'à 90 degrés. On a rajouté dernièrement avec notre arsenal de protection physique, les fameux masques FFP2. J'y reviendrai parce qu'ils ont leur indication précise et leurs normes. Alors, le masque que nous utilisons, le masque chirurgical, et ça c'est très important, c'est un masque qui répond à une norme particulière. C'est un masque qui est classé parmi les dispositifs médicaux et il protège l'environnement, c'est-à-dire qu'il va protéger il protège le patient, il est porté par le praticien, il protège le patient, il protège la plaie opératoire, la cavité orale, etc. Qu'est-ce qu'on utilise également? On utilise les gants. Alors, on a des gants de protection à usage unique. Ce sont des gants aussi qui répondent à des normes d'ergonomie, de confort, de sécurité et d'efficacité. Les gants chirurgicaux, eux, répondent à des normes d'étanchéité parce qu'il ne faut pas qu'ils laissent passer tout ce qui est liquide au niveau de la cavité orale, que ce soit salive, sang, etc. Donc, ils répondent à des normes d'étanchéité. Ils répondent également à des normes de résistance et puis aussi de sécurité, et de protéines contenues dans le latex de ces gants. Voici le masque FFP2. Ce masque FFP2 que nous ne connaissions pas, c'est-à-dire que à un moment ils étaient en 2002 et 2003 quand il y avait les infections donc pulmonaires, ils étaient disponibles, et puis bien sûr ils sont plus disponibles quand il s'agit de zones où il y a les tuberculeux et il y a un risque de tuberculose. Alors, ces masques FFP2, ce sont des masques, alors le FFP2 veut dire Facial Filtration Particle. Ces masques FFP2 sont des masques qui protègent la personne qui les porte. Ce sont des masques qui sont classés parmi les éléments de protection individuelle. Et ce sont des masques qui filtrent jusqu'à 94% des particules de 0,3 micromètres. Donc, on a un haut pouvoir de filtration. Très important. Contrairement aux masques FFP3 qui n'ont absolument rien à voir dans notre pratique en tant que praticien médecin dentiste donc qui eux peuvent filtrer jusqu'à 100% des particules, en fait 99% dans la littérature. Alors un élément très important, ces masques-là protègent la personne, ils ne protègent pas l'environnement, ils protègent la personne, c'est-à-dire que si on les met, ils vont nous protéger, ou si le patient va le mettre également, ils vont le protéger. Donc ce sont des éléments de protection individuelle. Bien. Donc, on a vu ces deux volets, le cabinet, comment il doit être conçu, cette protection individuelle, comment elle doit être. On passe au troisième volet qui comporte les accidents d'exposition au sang et comment les prévenir, l'ergonomie et l'hygiène au fauteuil. Alors, les accidents d'exposition au sang, la façon la plus raisonnée de les prévenir, c'est bien évidemment de manipuler avec beaucoup d'attention et de rigueur tout instrument piquant ou tranchant. Il n'est pas question de recapuchonner avec deux mains une aiguille. Par contre, on peut enlever l'aiguille de la seringue à travers les conteneurs à objets piquants, tranchants et coupants, et puis manipuler aussi avec beaucoup d'attention tout ce qui est lame de bistouri, tout ce qui est tranchant. La prévention des accidents d'exposition au sang,
va se faire également grâce à l'ergonomie et on va le voir. J'ai choisi de passer par, de répondre à ces trois volets, l'ergonomie, l'hygiène au fauteuil et la prévention des accidents d'exposition au sang à travers une séquence vidéo qui va durer quelques minutes. Et vous voyez déjà que le dispositif chirurgical doit être fait. Quand je dis chirurgical, ça peut être aussi de soins. C'est exactement la même chose. C'est le travail à quatre mains. On travaille avec une assistante dentaire qui est compétente dans l'assistance au fauteuil parce que c'est très important pour le praticien et avec le respect bien sûr des chacun à sa place, chacun a son rôle. Vous avez votre assistante qui travaille entre 2 heures et 16 heures ou 17 heures. Vous avez le praticien qui travaille entre midi jusqu'à 8 heures, donc entre 8 heures et midi. Vous avez la zone de transfert des instruments qui se trouve au niveau du thorax du patient et une zone inactive qui est derrière le patient et c'est là où doit être déposé tous les dispositifs médicaux avec lesquels vous travaillez. Le travail à quatre mains, c'est une façon avec laquelle l'assistante dentaire va vous remettre les instruments dont vous avez besoin et elle va en même temps reprendre l'instrument dont vous n'avez plus besoin pour vous aider à travailler dans d'excellentes conditions d'ergonomie et d'hygiène. L'hygiène au fauteuil, c'est aussi le travail sous digue parce que vous isolez la cavité orale qui comporte salive, qui comporte sang et une multitude de micro-organismes par rapport à vous qui êtes praticien. Il n'y a que la dent sur laquelle vous travaillez qui est isolée. Et enfin, l'hygiène au fauteuil, c'est aussi les bains de bouche et la décontamination de la peau du patient avant de démarrer l'intervention. Donc, je vous fais passer.
Bien, bien. Donc, je reprends. Donc, à travers cette vidéo, vous avez vu l'importance d'abord le rôle que joue l'assistante dentaire au niveau du fauteuil, le transfert des instruments, le port des protections individuelles, et vous avez vu la visière, jusqu'à quel point elle peut être contaminée. Donc, c'est une protection qui existait bien avant le Covid. Et il y a aussi tout ce qui est le port des gants. Très important comment on porte les gants et garder la notion de stérilité de ces gants. Et puis, il y a aussi un élément, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la table de travail, elle est bien soulevée par rapport au sol. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'ensemble des éléments, l'ensemble des équipements doivent être soulevés par rapport au sol pour éviter donc pour faciliter le nettoyage de ce fameux sol. Alors, on va continuer. On passe donc au volet sur le traitement des dispositifs médicaux. Alors, le traitement des dispositifs médicaux, comme vous le savez, ça répond essentiellement à une chaîne d'asepsie qui est appliquée à tout dispositif médical qui entre en contact avec la cavité buccale et qui est d'abord un dispositif médical toujours classé avec une notion de criticité très importante. Ce sont des dispositifs médicaux qui sont critiques et qui supportent la chaleur, donc ils vont être stérilisés par un autoclave à la fin de toute la chaîne d'asepsie qui, comme vous le voyez sur cette diapositive, répond à des étapes indissociables les unes des autres. D'abord de pré-désinfection dans un bac très particulier, de nettoyage, de rinçage, de séchage et de purification avant d'être emballé et placé dans un autoclave, stérilisé et livré. Dans cette chaîne, il est très important de garder à l'esprit que notre assistante doit porter des gants de ménage qui répondent eux aussi à des normes et qui sont bien sûr tout différents des gants d'examen. Et malheureusement, très souvent, elles portent des gants d'examen qui ne les protègent absolument pas. Alors, toutes ces étapes que nous avons vues ici, de pré-désinfection, nettoyage, rinçage, séchage, peuvent être réalisées par un seul appareil qui est appelé thermodésinfecteur. Et ce thermodésinfecteur, lui, se charge donc de tout ce qui est pré-désinfection, nettoyage, rinçage et séchage, ce qui fait que, à la fin, vous avez un matériel qui est prêt à être mis dans un sachet et à être stérilisé. Mais l'étape de la vérification est une étape qui est fondamentale. Il faut vérifier si le produit, si le dispositif médical est propre avant d'être mis dans un sachet. Juste un petit clin d'œil à notre stérilisation centrale qui est donc organisée comme une stérilisation donc avec une marche en avant. Tout le matériel est acheminé à travers les étages par un monte-charge et puis il est immédiatement mis dans un thermodésinfecteur lequel qui se trouve donc dans cette salle, lequel thermodésinfecteur présente deux portes, une porte qui donne dans cette salle qui est dite salle et une autre porte qui donne directement sur la salle propre dans laquelle nous avons une soudeuse et puis bien sûr les autoclaves qui eux aussi comportent deux portes, la porte à travers laquelle on va introduire le matériel dans un sachet et qui va sortir par une deuxième porte, troisième salle qui est dite salle stérile dans laquelle le matériel est récupéré stérile, placé dans un autre monte-charge, donc un monte-charge totalement différent du premier pour être redistribué au niveau des salles de soins. Très important cette notion de différencier le circuit sale du circuit propre. Il ne faut pas qu'il y ait un mélange. Donc il faut avoir cet esprit de ne pas mélanger les circuits pour pouvoir respecter les normes de stérilisation et d'asepsie. Il est important de garder à l'esprit que la pré-désinfection est une étape qui se fait immédiatement après les soins et votre assistante ne doit pas garder les instruments secs
contaminer sec parce que ça rend encore plus difficile le nettoyage et la pré-désinfection. Et puis, chose qui n'est pas du tout négligeable, ça constitue une source non négligeable donc de transmission de l'infection. Le bac dans lequel nous allons mettre ces instruments et avec le produit de pré-désinfection, c'est un bac qui répond aussi à des normes, et qui doit être avec un couvercle et il doit comporter donc on doit y mettre une solution à triple action qui soit une solution aussi bien pré-désinfectante, bactéricide, fongicide et virucide et pourquoi pas sporicide. Ce qui est important aussi à noter, c'est que le temps de trempage va dépendre du produit, mais en fait, le produit, on dépasse rarement les 30 minutes, c'est 15 à 30 minutes en fonction du produit et en fonction de la concentration. Ça ne sert absolument à rien d'augmenter la concentration du produit. On ne va pas pré-désinfecter plus. Ça sert à rien de chauffer l'eau. Il faut utiliser l'eau normale. Il est important que l'instrument ne subisse aucun traitement après les soins que celui-ci. Immédiatement après le soin, il doit être plongé dans une solution de pré-désinfection. Malheureusement, les assistantes elles veulent bien faire, c'est juste par souci de bien faire. Elles veulent d'abord nettoyer avant de mettre dans la pré-désinfection. Or, non, étape 1, c'est pré-désinfection. Ensuite, bien sûr, il ne faut pas surcharger le bain. Il faut que les instruments soient à l'aise dans le bain de pré-désinfection. Il faut que le bain soit changé quotidiennement, une fois par jour ou 2 fois, voire 3 fois par jour en fonction, bien sûr, du rythme de travail du cabinet et en fonction du niveau de salissure de ce bain. Le nettoyage, donc c'est la deuxième étape. Le nettoyage peut être fait avec la même solution, c'est-à-dire que l'assistante va préparer 2 bacs, un pour la pré-désinfection et un deuxième pour le nettoyage. Donc et on va donc nettoyer l'instrumentation, éliminer tout résidu de souillure dessus, tout résidu de pré-désinfection avec une brosse qui soit souple. Et ce nettoyage peut être fait soit manuellement, soit avec donc le thermodésinfecteur ou une machine à laver. Tout dépend du dispositif dont le cabinet est équipé. Et cette étape de nettoyage est très importante parce que, comme vous le savez, on ne stérilise que ce qui est propre. Et ensuite, on va rincer, vérifier et passer dans des sacs, des sachets, pour protéger cet état de propreté. Donc, on va utiliser des sachets ou des gaines papier plastique transparent qui vont être soudés avec la soudeuse à impulsion thermique ou à défilement continu ou encore avec des systèmes de fermeture spécifiques. Il y a des sachets individuels qui sont utilisés sur le marché. Mais ce qui est important à noter, c'est que ces sachets ne doivent pas être surencombrés de matériel, encore une fois, pour permettre une stérilisation parfaite du produit. Et quand il y a des instruments articulés, comme par exemple un davier, celui-ci doit être, ou des ciseaux, ou une pince, ceux-ci doivent être protégés dans le sachet en position ouverte. Le conditionnement doit être fait le plus précocement possible après le nettoyage pour éviter qu'il y ait encore une contamination de la surface du dispositif. Ensuite, bien sûr, on va stériliser. Excusez-moi, je reviens en arrière juste pour préciser qu'à cette étape, il est très important de placer à l'intérieur des sachets un intégrateur de stérilisation et on y reviendra, mais je voulais le préciser ici voilà, je voulais le préciser, c'est important. On va stériliser, bien sûr, on va utiliser un stérilisateur qui réponde également à des normes et surtout que ce soit un autoclave de classe B qui va stériliser tout type de dispositif que l'on va introduire. Bien sûr, il faut respecter le temps et la température en fonction du type de dispositif que l'on va introduire. On va pas stériliser de la même façon un champ, par exemple, et un plateau d'examen. C'est des
des paramètres qui sont différents parce que voilà, c'est des paramètres différents, mais les temps, les paramètres à respecter sont de 3, ils sont au nombre de 3, le temps 20 minutes, 134 degrés, pression de 2 bars et généralement tous les autoclaves sont programmables, voilà, ils sont programmables. Le plus important, c'est qu'il faut choisir un autoclave qui soit autonome, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'eau de façon très simple, il doit avoir une capacité de la cuve qui réponde à vos besoins en tant que cabinet dentaire en fonction du volume d'instrumentation que vous avez à traiter par jour. Et puis vous avez bien sûr des normes auxquelles répondent ces autoclaves. Le contrôle de stérilisation, on ne peut pas stériliser sans contrôler. D'abord, on va contrôler le fonctionnement de notre autoclave. Et ça, c'est inéluctable. Pour un cabinet dentaire, on va dire, on peut vérifier une fois par semaine. On va vérifier une fois par semaine le fonctionnement de notre autoclave. Et c'est avec des tests que l'on appelle le test de Bovidic. Nous, par exemple, à l'hôpital, on le fait tous les jours que Dieu fait. Le matin, avant de démarrer quoi que ce soit, on fait à l'intérieur, on fait tester nos autoclaves. On en a 2 au niveau de la stérilisation centrale, mais on en a des petits d'appoint au niveau des services cliniques. Mais ceux de la stérilisation centrale sont vérifiés tous les jours. On fait passer un test bovidique, c'est-à-dire un test à vide. On le fait rentrer à l'intérieur donc de l'autoclave et on fait passer tout un cycle. Le test du bovidique, il permet de voir si, c'est un test d'étanchéité, il permet de voir si l'autoclave fonctionne parfaitement bien. Donc c'est un pack qui comporte un certain nombre de feuilles de papier et au centre duquel on a un test. Généralement, au tout début, avant la stérilisation, ce test comporte cette couleur bleu ciel. Et ensuite, il vire au marron ou au noir. L'essentiel, c'est qu'il faut que le virage soit uniforme sur tout le carton, parce que celui-ci, c'est un carton. Et ça vous prouve que votre autoclave fonctionne et donc vous pouvez travailler avec beaucoup de sécurité. Le deuxième test que nous devons tous avoir, c'est bien sûr les indicateurs de passage. Ces indicateurs de passage ce sont des indicateurs en encre, c'est de l'encre qui est mise sur les sachets, soit sur la face papier, soit sur la face sachet, comme ici par exemple. Et ces indicateurs de passage, on a un virage colorimétrique quand le sachet passe à l'autoclave. À la fin de la stérilisation, on voit que le sachet, que cette coloration rose n'existe plus, elle doit être marron. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que mon instrumentation est stérile. Cela veut dire tout simplement que mon instrumentation ou que mon sachet a subi un cycle de stérilisation. Cela veut dire que, par exemple, quand on a beaucoup de sachets, ça nous permet de distinguer entre un sachet qui est passé à l'autoclave d'un sachet qui n'a pas subi de cycle à l'autoclave. Par contre, ce qui me prouve que j'ai stérilisé mon instrumentation, c'est ce fameux test que j'introduis à l'intérieur du sachet. C'est un test qu'on appelle un intégrateur de stérilisation. Et bien cet intégrateur rosâtre au départ devient marron. Et on a plusieurs types. Comme vous pouvez le noter ici, jaune qui devient mauve ou voilà, celui-ci n'est pas passé, celui-ci est passé, et puis jaune ou vert, enfin. Et puis celui-ci aussi qui est pas mal et qui montre toute la courbe de stérilisation. Et vous avez la coloration uniforme, toute verte, ça veut dire que la stérilisation est optimale. Elle est correcte lorsque on a juste une partie qui n'a pas viré. Par contre, c'est défectueux quand on a juste une petite partie qui est verdâtre. Alors, ce que vous pouvez noter ici, c'est que vous avez 3 lignes importantes à noter. C'est tout simplement pour la traçabilité. Qui est l'opérateur? Quelle est la date de la stérilisation? Et le numéro du cycle, le numéro de l'autoclave. Et ça, c'est fondamental pour une question médico-légale. La traçabilité de votre stérilisation est fondamentale. Cette traçabilité va nous permettre bon, ici c'est fait à la main, mais je sais qu'il y a des cabinets
qui sont déjà informatisés. Notre souhait à l'hôpital serait aussi d'informatiser, mais on n'a pas encore les moyens nécessaires. Bientôt, Inch'Allah. En tout cas, tout simplement pour vous dire qu'il faut avoir deux étiquettes. Une étiquette que vous allez coller sur le sachet stérilisé, et le double de cette étiquette sera collé sur le dossier de la malade ou du malade lorsque vous aurez quand vous l'aurez traité. De la même façon que votre assistante, elle va noter que vous avez fait une chirurgie X sur un patient lambda, et bien à côté de ce jour, à côté de cette notification, elle va coller donc son étiquette du jour de la stérilisation, de l'heure de la stérilisation, du nombre de charges et puis son nom. Il est important parce qu'elle est responsable de la stérilisation de votre matériel. Et puis, vous avez aussi ces tests qui sont collés au quotidien dans un registre de traçabilité. Alors, cette traçabilité, en fonction, encore une fois, des moyens, on ne va pas en placer un dans chaque sachet, puisque les moyens ne sont pas là, mais on a un moyen qui est économique et tout aussi efficace. Nous, par exemple, on en pose 4 dans chaque cycle de stérilisation. Au niveau des parois du stérilisateur et au niveau du centre de la charge pour être sûr que là où on a le moindre, là où on va avoir un doute de stérilisation, et quand on a un test qui a viré totalement, ça veut dire que la stérilisation a été parfaitement réalisée. Le matériel rotatif. Le matériel rotatif. Eh bien, le matériel rotatif doit subir aussi un traitement très particulier. Aujourd'hui, on ne traite plus le matériel rotatif de façon manuelle parce que c'est long, laborieux et source de beaucoup d'erreurs. Il y a des automates qui font donc tout le travail qui devrait être fait manuellement. Ce sont des automates qui permettent là aussi la pré-désinfection, le nettoyage, la lubrification, et ça c'est important pour une longévité de notre matériel rotatif, et la stérilisation. Donc, et ça dure 5 minutes. Tout ça en 5 minutes, c'est super. Et ça protège bien sûr l'instrumentation. Ça ça leur allonge la vie par rapport à un traitement autre que celui-ci. Mais on peut aussi, comme vous pouvez le noter sur cette diapositive, en fonction bien sûr du fabricant et de recommandations du fabricant, certains bien sûr matériel rotatif peut passer au thermodésinfecteur et peut être stérilisé en fonction donc des recommandations des fabricants. Les déchets. Mais les déchets, bien sûr que nous avons une loi, la loi 2800, qui est relative à la gestion des déchets et leur élimination. C'est une loi qui précise parfaitement les modalités de tri, d'emballage, de collecte, stockage, parce qu'il est très important d'avoir un endroit où on va stocker les déchets, et puis le transport et le traitement ainsi que l'élimination des déchets médicaux. Aujourd'hui, c'est assez démocratisé. En tout cas, on voit de plus en plus de sociétés qui collectent et qui transportent les déchets vers les zones où ces déchets sont traités, et il est très important de gérer ces déchets de façon professionnelle pour prévenir la contamination de l'environnement, pour prévenir la contamination des citoyens, parce qu'il y a certains citoyens qui n'ont pas les moyens et qui fouillent dans les poubelles pour trouver un bout de pain, pour trouver une chaussure ou quelque chose à vendre ou à récupérer. Eh ben, je dis toujours qu'on n'a pas à rajouter à leur misère en les exposant à des accidents, donc d'exposition au sang. Donc on a bien sûr des poubelles en fonction de conteneurs, en fonction de type de déchets. Avant on utilisait 3 conteneurs, aujourd'hui on n'en a que 2 parce que c'est la règle. Tous les déchets sont mis, enfin c'est la règle de la société qui vient récupérer les déchets, en tout cas au niveau de notre centre dentaire. Donc les déchets sont placés dans comme vous pouvez le noter ici, dans un conteneur et un sachet qui va comporter tous les déchets d'activité de soins à risque infectieux,
tout ce qui est éléments anatomiques, éléments contaminés par le sang, etc. Par contre, tout ce qui est matériel coupant, tranchant ou piquant, c'est un matériel qui doit être porté dans des boîtes à objets piquants et tranchants très particuliers. Ces boîtes doivent être placées très proches du lieu de travail et elles doivent comporter une fermeture qui soit définitive, en tout cas dans le lieu de travail. Et la société s'occupe du traitement et de la gestion de ces déchets. Le bio-nettoyage. Le bio-nettoyage est plus qu'important en pratique dentaire et encore plus maintenant. Comme on peut le voir ici, il y a plusieurs produits qu'on peut utiliser. Vous avez des produits spécifiques pour l'aspiration chirurgicale et puis des produits spécifiques pour les surfaces, que ce soit sous forme de lingette ou de spray. Et puis, bien sûr, chaque produit a son indication particulière. Vous voyez ici comment les mains sont gantées encore une fois parce que la protection individuelle du personnel chargé du bio-nettoyage est importante. Bien sûr que le bio-nettoyage répond aussi à des normes. On va démarrer par les zones qui sont les moins sales pour aller vers les zones les plus sales. On va utiliser des produits qui répondent à des normes et puis quand il s'agit des sols, il est très important de pouvoir faire le bio-nettoyage avec 2 seaux parce que un seau contaminé et un seau non contaminé doivent être utilisés pour cela. Donc on va nettoyer après retrait de la salle de soins de tous les objets qui ont été utilisés pour les soins. On a 2 étapes. On nettoie puis on désinfecte. Alors, s'il vous plaît, ça c'est un point qui est fondamental. De la même façon qu'on ne stérilise que ce qui est propre, on ne désinfecte que ce qui est propre. On ne peut pas parler de désinfection, par exemple, avec l'hypochlorite de sodium quand on va la placer ou la mettre sur une surface qui est contaminée. D'abord, on nettoie et ensuite, on utilise cette fameuse hypochlorite de sodium. Donc, première étape, utilisation d'un détergent puis désinfectant. On commence par les locaux les moins contaminés, on va du propre vers le sale, toujours de haut en bas et on nettoie avant de désinfecter par un spray ou par voie aérienne. Donc, voilà ce qu'on a toujours fait en pratique dentaire. Est-ce que la donne a changé en 2020? Qu'est-ce qui a changé pour nous en 2020? Eh bien, ce qui a changé pour nous en 2020, c'est bien sûr cette infection au coronavirus, cette pandémie, qui d'abord a mis tout le monde dans une panique absolument pas croyable. Moi, on a toujours dit cette pandémie, il faut réagir face à cette pandémie comme quand on réagit devant ou face à une urgence médicale. Il n'est pas question de perdre les pédales et de commencer à faire du n'importe quoi parce qu'on angoisse, parce qu'on ne maîtrise pas les choses. Il est très important de garder son sang-froid pour ne pas tomber justement dans l'erreur de faire des erreurs en termes, en tout cas d'asepsie, en termes d'éthique. En termes d'éthique. Et ça, c'est important. Et comme j'ai dit hier, une de mes frustrations sincères, c'est celle de l'absence de mention concernant les professionnels en médecine dentaire et surtout les médecins dentistes, quel que soit le secteur dans lequel ils pratiquent, et leur rôle non seulement social, citoyen, mais aussi dans la prévention de la contamination. Et ça, c'est depuis toujours. Et face au coronavirus, c'est encore plus confirmé parce que nous pouvons être aussi un des maillons de prévention du coronavirus. Et nous le sommes. J'en suis convaincue. Donc, qu'est-ce qui a changé pour nous? D'abord, le tri des patients. Il faut trier les patients puisque aujourd'hui,
D'abord, pourquoi on va trier les patients? Aujourd'hui, il faut considérer, vu la situation au Maroc, épidémiologique au Maroc, vu la pandémie dans le monde, il est important de considérer tous citoyens, y compris nous-mêmes, comme étant des porteurs asymptomatiques. Il faut qu'on se comporte comme si on était tous des porteurs du coronavirus. Et donc, tout patient qui va entrer dans une salle de soins doit être, et tout praticien, toute assistante, tout personnel doit être d'abord vérifié, on doit vérifier sa température. On va vérifier sa température avant qu'il n'ait accès dans la salle de soins. Souvenez-vous, on l'a dit tout à l'heure, les signes sont tellement différents, tellement diversifiés. Il ne suffit pas d'avoir un syndrome grippal pour dire qu'on a peut-être un coronavirus. Donc, on va trier les patients. Au téléphone, oui, quand on est dans une pratique privée, le patient peut appeler le praticien et puis c'est là où le counseling va se faire et on va trier. Est-ce que c'est un patient qui doit être vu ou qui peut rester avec son affection jusqu'à ce que on passe tous cette épreuve. Il faut, si on travaille dans le cabinet, il faut que le cabinet soit aéré de façon très correcte. Éviter le climatiseur. Donc, prise de température avant l'entrée au cabinet, aussi bien pour le personnel que pour le patient. Et à l'intérieur du cabinet, on ne fera pas rentrer tout le monde. Le patient va rentrer sans accompagnant, sauf bien sûr s'il s'agit d'un enfant. Et dans la salle d'attente, au plus une seule personne qui attend son tour. Au plus une seule. La prise en charge des urgences dentaires et chirurgicales, oui, eu égard le risque de transmission de l'infection au coronavirus à travers peut-être la salive, pas sûr, peut-être, pas sûr, mais à travers tout risque d'inhalation par des projections, à travers donc tout risque d'aérosolisation et tout geste aérosolisant, les seuls actes qui sont autorisés chez nos patients actuellement vont être uniquement des actes d'urgence, que ce soit dentaire ou chirurgical, principalement les pulpites irréversibles, les cellulites, qu'elles soient suppurées ou séreuses, les alvéolites, les traumatismes ainsi que les hémorragies. Il est formellement contre-indiqué d'utiliser le matériel rotatif, celui ultrasonique et ce, quel que soit le cas, et puis de réaliser des radiographies intrabuccales. Seules les radiographies panoramiques ou le Combing CT peut être autorisé, doit être autorisé, et puis il faut surtout pas faire des gestes opératoires à même de provoquer tout nausée ou fausse route. Et puis, on travaille sous DIC au maximum, travailler sous DIC. C'est la seule façon qui va protéger justement de ces gestes opératoires qui sont à même de provoquer tout nausée, etc. Et puis, ce qui est aussi important, c'est d'avoir des kits tout prêts. On l'a toujours fait. C'est pour ça que franchement, je me pose la question, est-ce que la donne a vraiment changé? On a toujours eu des boîtes des boîtes spécifiques à l'acte qui va être réalisé et tout ça dans un souci d'ergonomie, dans un souci de protection de l'environnement, contre la transmission de l'infection, dans un souci aussi de gain de temps. Éviter à cette assistante d'aller et de venir du fauteuil au site de stockage de l'instrumentation pour ramener au fur et à mesure ce dont on a besoin. Donc, en fonction du geste d'urgence que nous avons à réaliser, avoir le kit tout prêt, donc, et puis bien sûr les éléments de protection individuelle. Bien, quels sont ces éléments de protection individuelle? 3 niveaux de protection individuelle. On a un niveau de base, un niveau 1 et un niveau 2. J'y reviendrai, mais ne pas oublier que dans les mesures de base, on a d'abord l'hygiène des mains. Ce sont les mesures que le ministère de la Santé a lancées dès le départ, et ce au niveau mondial en fait, c'est pas uniquement au niveau national, mais les mesures de base sont celles qui comportent l'hygiène des mains. Pourquoi? Parce que le risque de transmission est un risque de transmission par voie orofécale et à travers les surfaces contaminées. Donc,
L'hygiène des mains, lavage, eau et savon. Et ou à défaut, avec une solution hydroalcoolique qui contient 80% d'éthanol ou 75% de 2-propanol selon l'Organisation mondiale de la santé. Bien sûr, c'est le traitement des surfaces. C'est le respect de la distanciation ainsi que le port de masque chirurgical. Depuis maintenant une semaine, ce port de masque chirurgical est devenu obligatoire pour tout le monde. Avant, pour vous dire tellement ça évolue, la semaine dernière déjà on ne mettait pas dans ces mesures d'hygiène de base le port de masque chirurgical. La digue, au risque de me répéter, l'aspiration chirurgicale qui doit être absolument de haute vélocité, bien fonctionnelle, bien sûr le matériel donc de base que nous avons, et puis surtout réaliser des bains de bouche, que ce soit pour une consultation ou pour un soin en préopératoire, donc ou en pré-consultation à la polyvidone iodée ou au peroxyde d'hydrogène à 1%, là aussi, puisque le virus semblerait être beaucoup plus sensible donc aux bioacides, donc aux agents donc bioacides tels que la polyvidone iodée et le peroxyde d'hydrogène. Je reviens à ces moyens de protection individuelle. Et je l'ai dit, je l'ai dit ici, on a les protections qui sont de base, de niveau 1 et de niveau 2. Et donc, à cette mesure globale, nous allons, en fonction du poste de travail, en fonction de l'activité de la personne qui va travailler, elle a une tenue particulière. De un, pour d'abord pour une protection efficace, une protection optimale, une protection juste. Encore une fois, ne pas perdre les pédales et ne pas se laisser aller à la panique et faire du n'importe quoi. Et puis surtout pour une raison économique, parce que on le vit tous. Vous le voyez bien, il a été très difficile au départ d'avoir des visières. Tout le monde a voulu des visières. Tout le monde a utilisé les masques. Et maintenant qu'on en a vraiment besoin, on ne les trouve pas. Or, c'est pour ça que la tenue, les éléments de protection individuelle doivent répondre exactement à la fonction que l'on a à faire ou au poste qui nous est attribué dans le groupe qui va prendre en charge la personne en urgence, le patient en urgence. Pour toute personne d'accueil et de secrétariat, ces personnes-là doivent avoir le niveau de base de protection, c'est-à-dire lavage des mains, respect de la distanciation, bien sûr, le masque chirurgical et la tenue professionnelle. Et puis, surtout, veiller à désinfecter très fréquemment les surfaces avec lesquelles elle travaille, le clavier de l'ordinateur, l'écran de l'ordinateur, etc., avec des lingettes antiseptiques. Désinfectantes. Maintenant, si l'on voit que doit porter le médecin dentiste en consultation et l'assistante au fauteuil. Je dis bien consultation. Ça va être au niveau 1 que nous avons déjà cité. On va rajouter, au niveau de base que l'on a déjà cité, on va rajouter lunettes, visières, casaque non stérile, charlotte et gants. Ceci est très important et c'est ça le niveau 1 de protection. Quand c'est un médecin dentiste qui va travailler en traitement, on passera au niveau 2 de protection, c'est-à-dire à ce niveau-là, on va remplacer le masque chirurgical par le masque FFP2 et on va mettre une surchaussure. Bien sûr, ceci est accompagné d'un lavage non pas simple des mains, mais un lavage hygiénique des mains et qui va se faire 2 fois avant le soin et 3 fois après le soin. Pour l'assistante dentaire qui est chargée de l'aire de stérilisation, elle doit avoir le niveau de base de protection, lunettes ou visière, charlotte. En fait, excusez-moi, je m'arrête 30 secondes. Ça va être pour l'assistante dentaire chargée de l'aire de stérilisation et je vais m'expliquer. C'est l'assistante qui va être chargée de tout ce qui est nettoyage, pré-désinfection, nettoyage, etc. Donc de toute la chaîne d'asepsie, toute la chaîne de stérilisation.
Et ça va être les mêmes éléments que vont porter le personnel ou les techniciens de surface, c'est-à-dire les personnes qui vont faire le ménage des sols, des surfaces, etc. Donc, au niveau de base de protection, elles vont avoir des lunettes ou visières, tout dépend, elles peuvent ne pas avoir les deux, une charlotte, une blouse, une surblouse en plastique, c'est très important, et des gants de ménage. Donc voilà ce qui est de ces éléments de protection individuelle. On va dire un mot sur le bio-nettoyage et les déchets. Le bio-nettoyage doit être fait de façon plus fréquente que ce que nous avons l'habitude de faire et correctement. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, ce bio-nettoyage doit être fait après chaque passage de patient. Pour les déchets, tous les déchets doivent être considérés comme étant infectieux et ils doivent être sous double emballage. Il y a une étude qui a été rapportée juste dernièrement en 2020, mais qui a été faite, oui, c'est une étude qui a analysé 22 études scientifiques et ces études ont tous montré que le SARS coronavirus et le coronavirus du Moyen-Orient ou endémique persiste plus de 9 jours sur des surfaces inanimées. Parmi ces surfaces, il est noté ou il est dit le métal, le verre et le plastique. 9 jours, vous vous rendez compte? Et que ce même coronavirus est efficacement inactivé pendant une minute par l'éthanol de 62 à 71%, ou au peroxyde d'hydrogène à 0,5% ou à l'hypochlorite de sodium à 0,1%. Et ce sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Même si je me répète, le coronavirus peut persister en fonction du type et de la nature des surfaces métalliques, verre, plastique, pendant plusieurs jours et être contaminant à température ambiante de 2 heures à 9 jours. Il résiste plus à 50% d'humidité, 40% d'humidité. Donc, plus on est en milieu humide et plus ce coronavirus est résistant. Donc, il faut réduire la persistance de ce nCoV 2019 par un environnement qui soit sec et propre. Voilà un élément qui a changé. Souvenez-vous, avant, quand on parlait de bio-nettoyage, on disait asperger sur les surfaces, et puis le lendemain, on va revenir pour nettoyer. Eh bien, pas du tout maintenant. On nettoie, on asperge le désinfectant et on fait sécher la surface. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous concernant ce sujet. La prévention de la contamination en milieu de soins dentaires, c'est tout un concept. Ce qui est aujourd'hui rapporté dans la littérature, c'est que on ne va pas prendre en charge les patients pour des soins classiques et même pour des soins invasifs. On va prendre en charge les patients uniquement pour les urgences et notre ministère de la Santé nous a également assigné cette recommandation pour la protection du praticien, la protection de son assistante, la protection des patients eux-mêmes, de notre environnement. Mais qu'en est-il après? Comment on va travailler après? Quel est l'avenir de notre profession? Ce sont des questions qu'on se pose, puisque il a été déjà recommandé que pour le SARS, quand il y avait le SARS, tous les soins dentaires étaient reportés à 1 mois après la convalescence. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour le Covid? On n'en sait encore rien du tout. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention, votre patience et bien évidemment, je ne manque pas du tout de remercier chaleureusement Majmou'at Tawasul qui nous a permis cette connexion, qui nous a permis ce partage. J'espère tout simplement qu'il a répondu à vos attentes. Je remercie également, bien sûr, Monsieur le docteur Ben Mansour Kamel pour tous les efforts et pour partager avec vous les connaissances. Aujourd'hui, apparaissent ici sur votre écran. On va s'arrêter 5 minutes
pour d'abord récupérer les questions donc que vous souhaiteriez avoir et encore une fois merci pour votre attention.